Okay, I think we'll get started. It's 11:01. I just want to welcome everyone and thank you for joining us today. My name is Mike Mueller, Senior Vice President of the Aerospace Industries Association of Canada. Today, I'm pleased to be joined by the Honorable Jean Charest, Chair of AIC's Vision 2025 initiative, and John McKenna, President and CEO of the Air Transport Association of Canada. By way of context, our association, AIC, represents more than 95% of aerospace activity in Canada. Our members are located in all regions of the country and range from very small to very large businesses operating in all three segments: space, aerospace, and defense. The challenges being faced by our members are not unique to what our entire country is facing, and indeed the world, with the devastating effects of COVID-19. Yesterday's economic update showed what a severe economic situation we are facing as a country, and it was staggering. But what is unique to our industry is that we are in a position to be part of the economic solution. The federal government's lack of a sector strategy for this important industry is putting jobs at risk and threatening Canada's global standing. 215,000 jobs, over $25 billion in annual GDP, $1.4 billion in R&D. This is at risk, and this message is coming from others too. We're pleased to receive support for our call for a sector strategy by provincial aerospace associations across the country, unions, think tanks, and other national associations. We are pleased to have the heads of AIC Pacific, Manitoba Aerospace, the Ontario Aerospace Council, Aero Montreal, and the Atlantic Canada Aerospace and Defense Association on the call today. We simply can't continue to sit back while our competitor countries take action. And to further make the case, I'll now turn things over to John McKenna, President and CEO of the Air Transport Association of Canada, who will say a few words. Thank you, Mike. Bonjour, good morning. The Air Transport Association of Canada, which represents some 75 air operators across the country, is asking the government to provide urgent financial aid to the aviation industry. Les conséquences de la crise et des mesures prises pour contenir le virus ont eu un impact catastrophique sur notre industrie. COVID-19 is threatening the very survival of many air carriers providing essential services throughout Canada. Not only are thousands of direct jobs at risk, but thousands of jobs that support the aviation industry are as well. Significant cuts in regional services have already been announced, and we can expect that Canadians will endure even more air service reductions, particularly in smaller communities and remote regions, unless the government steps in. Why is Canada lagging so far behind many foreign governments that acted months ago in coming to the aid of their aviation industry, including the USA, Australia, Brazil, China, Denmark, Finland, France, Germany, Hong Kong, Italy, New Zealand, Norway, Singapore, Spain, Sweden, and the Netherlands? Le gouvernement canadien doit reconnaître et appuyer le rôle essentiel que joue l'aviation au Canada. L'aviation est un moteur économique clé et assure une connectivité indispensable au pays avec le monde extérieur. Les transporteurs régionaux, pour leur part, sont des lignes de vie essentielles aux régions nordiques, autochtones et éloignées du Canada. Comprehensive government action in the form of a financial aid package will help the Canadian commercial air transport industry preserve jobs, maintain essential connections, transport people who require medical treatment, deliver life-preserving supplies, and overall be a key enabler in the recovery of the Canadian economy. Our industry is facing two challenges. The first, of course, is short-term survival. The other is the uncertainty of market conditions and operating restrictions coming out of this crisis. There's an urgent need to move quickly in order to stabilize all sectors of Canadian commercial aviation, prevent insolvency and massive job losses, and ensure that the industry can play its necessary and vital role in driving a national post-pandemic economic recovery. Ne pas agir maintenant rendra beaucoup plus difficile, voire impossible, pour de nombreux opérateurs de se remettre de cette crise. Failure for the government to act now will certainly lead to further cuts in air services for Canadians. Thank you. Je vous remercie. Excellent. Thanks, John. I'll turn things over now to the Honorable Jean Charest. He doesn't need much of an introduction, as you are all familiar with him and his many accomplishments. Mr. Charest is a former Quebec Premier, Deputy Prime Minister of Canada, and Chair of AIC's Vision 2025 initiative. The floor is yours, Mr. Charest. And I think you're on mute, Mr. Charest. Here we go.
Thank you very much, Mike. Bonjour tout le monde. Je veux saluer également John McKenna et remercier John et Mike de se joindre à nous. Nous avons pensé pour le lendemain de cette remise à jour de l'économie, que ce serait une occasion pour John et moi et l'association de faire le point sur le grand secteur de l'aéronautique. So the day after this economic statement, it's a good moment for us in the industry. And John McKenna, I want to thank John for joining us, for us to give a bigger picture of what the situation is in the broad aerospace airline industry. So I'm going to cover the part of the aeronautical industry, and just to give you some context, some of you will remember that well over a year ago, I was given a mandate by the Aerospace Industry Association of Canada that Mike represents and leads with Jim Quick to do a review of where we were in the country and to do a national consultation and to produce a report just before the election campaign on what our recommendations were for the future of the industry. Now, this isn't an industry that is ordinary in any sense. Canada is one of the world leaders in the aerospace industry. And there's a reason for that. It's because governments over 80 years ago decided that Canada would be one of the leaders in this overall extraordinary industry, which is advanced manufacturing. And so we have very proudly been producers of airplanes, of helicopters. We've been very present in the space industry, the Canada arm. I mean, whether it's satellites, the gamut is quite extraordinary in all that Canada has accomplished over these years. But I was asked to do this consultation because there was a sense in the industry that the government of Canada did not recognize that they weren't paying enough attention to what this industry required to be able to thrive and to prosper and to continue to allow this country to be one of the world leaders. And in real terms, I think Mike alluded to, this is over 215,000 well-paying jobs. And it represents $25 billion in our economy. And we are one of the most important, if not the most important sector of private industrial research and development in the country. It's $1.4 billion on an annual basis. But the industry is one that is challenged because our competitors are much more aggressive than they were in the past. We have much more competition than we ever did. Emerging economies, of course, want a piece of this industry. And also because of technology, of the demands, the demands in terms of labor. And so we are, as a country, we can't stand still. And what we're seeing, I'm sorry to report, is slippage. Our position, we were, third, second in the world in some segments of the industry. We're slipping now. And we're slipping, and the danger is we're going to slip from 5th to 7th position if we don't pay attention to what's happening. So a year ago, at the Bourget, on the 17th of June, we delivered our report. In the report, there were segments that we spoke to. There were 6 segments, including what we need to do to have a workforce that's competent, because the average age of workers is 54 years old, what we need to do with small and medium-sized enterprises to encourage them, what we need to do in certification at Transport Canada, and what we need to do to be able to send a signal to the world that this industry is one that Canada cherishes and is going to count on for the purpose of returning to prosperity. Now, the center of the problem, really the nexus of the issue, is that there is no sector-specific policies from the government of Canada for this industry. We have been making that point over and over and over again. And yet, I'm sorry to report the government is not reacting to that. Doesn't seem to recognize that, as is the case for almost every other country that has this industry, that there needs to be a sector-specific initiative. So coming out of this crisis, we also see opportunity. Of course, this is a very difficult time. We saw the size of the deficit yesterday, what it means for our debt. But we also need to create prosperity to pay down this debt. Who, if not the aerospace industry of Canada, the airline industry of Canada, are going to be the ones who are going to be leading the charge.
If there's any industry in this country able, advanced manufacturing, to be able to create good paying jobs, prosperity, we're it. Now, why are we intervening today? Well, one of the reasons why we're compelled to do it is because others, as John has pointed out for the airline industry, other countries have moved. France, Germany, Europe, the United States. They have not waited. They have moved, and yet our federal government doesn't seem to feel compelled. They don't seem compelled to react and to move along and say, we will do a sector-specific strategy. The response to our initial report a year ago was timid, disappointing, to be quite frank. We were expecting more. Industry leaders expect more. What have other governments done? In France, they've advanced spending for the defense sector. They have advanced spending on R&D for the decarbonization of the aeronautical industry. A fascinating, a great challenge, one that Canada really should really address. And we, of all the countries in the world, especially given our preoccupation with the environment, we should be in the leading edge of that. We should be among those who are looking at our defense spending and how we can better spend in terms of procurement for Canada for small and medium-sized enterprises so that we get a bigger piece of the pie. This is the overall thing that other countries are doing. One remark about Canada that distinguishes us from the rest of the world. We do not have the defense spending that gives a steady stream of revenue to other competitors in other countries. Canada does not have that reality. And the reality of those countries, like the United States, is that a lot of the spending done in R&D and defense crosses over to civil applications. We don't have that advantage. And so we need to recognize these realities and address them. But we need the federal government to also respond by delivering with us a sector-specific strategy that will allow us to do what we do best, be among the best countries in the world in the aeronautical industry and the space industry, and to create jobs, prosperity for the middle class, and do it in a way that is going to allow Canada to pull out of this economic crisis and this pandemic as rapidly as possible. Thank you very much. Over to you, Mike. Excellent. Well, thank you very much, Mr. Charest. You're never one to mince words, which is what we appreciate about you. We appreciate your passion and support, and I'd encourage everyone to check out our website at aic.ca for further information. Now I'll turn things over to Julian, who will be moderating the questions and answers. We kindly ask that each journalist state their name, outlet, and hold it to one question and one follow-up to ensure everyone receives a chance to ask their question. So over to you, Julian. Thank you. Yes, thank you, Mike. Hi to all, bonjour à tous. I will start in French for my explanation for the question period. And I will switch to English after that. Donc, bonjour, bonjour tout le monde. Pour la période de questions, il y a plusieurs personnes sur la ligne présentement. Donc, comme Mike l'a mentionné, nous allons nous limiter là, à une question et une sous-question par journaliste. Vous avez l'option sur Zoom de lever la main. Donc, je demanderai aux journalistes qui veulent lever la main d'utiliser cette option-là. Je vais pouvoir vous accorder le droit de parole. Normalement, j'ai votre nom, donc je vais pouvoir vous nommer. Je vous demanderai quand même, pour le bien là, de l'exercice, puisqu'on ne vous verra pas, de vous présenter ainsi que votre média. Et si vous avez des enjeux pour communiquer avec nous présentement, c'est possible. Si vous êtes par téléphone, par exemple, donc je vous laisse mon cellulaire. Vous pourrez m'envoyer un SMS. On prendra contact avec vous. Donc, je suis rejoignable dans le 514-883-2236. 514-883-2236. Now in English, for the question period, each reporter will have to the opportunity to ask one question and one follow-up question. So to ask your question, please raise your hand on Zoom. I'll give you the right to speak, and please just say your name and your media. If you have any issues to communicate with us, you can contact me directly by SMS on my cell phone. So my number is 514-883-2236, 514-883-2236. We will start with Catherine Lévesque, La Presse canadienne. À vous trois, en fait, je voulais savoir, est-ce que vous pouvez chiffrer ou du moins préciser qu'est-ce que vous demandez spécifiquement comme aide de la part du gouvernement fédéral? Est-ce que vous avez un chiffre en tête ou sinon, qu'est-ce que le gouvernement fédéral devrait faire spécifiquement?
Madame Lévesque, je sais pas, je vais peut-être commencer. John pourra suivre. D'abord, la première chose que nous demandons depuis très longtemps, Madame Lévesque, c'est que le gouvernement fédéral devrait faire une stratégie qui est spécifique au secteur de l'aéronautique, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui et ce qui est le contraire de ce que nous retrouvons dans tous les pays avec qui nous sommes en compétition. Ce n'est pas un sujet banal. Cela envoie un signal extrêmement important et très significatif sur l'importance que le gouvernement fédéral accorde à l'industrie. Et la courte histoire, moi, depuis le moment où je suis en politique, là, ça remonte aux années 80, c'est qu'autrefois, le gouvernement fédéral était celui qui avait des programmes très spécifiques dans le domaine de la défense et pour l'aéronautique. Et ça a migré dans les années 90, quand il y a eu la crise financière vers les provinces, entre autres le Québec. Quand j'étais premier ministre du Québec, nous, on en faisait davantage. Et finalement, ça s'est transformé à un point tel où nous sommes inclus dans un programme général, hein, le Strategic Innovation Fund, le CIF qu'ils appellent par son acronyme en anglais. Or, pour l'industrie, pour ceux qui sont de l'extérieur, qui investissent au Canada, ça envoie un très mauvais signal. On n'a pas chiffré, on n'a pas mis le montant. Évidemment, partout, il faut se rappeler une chose. Partout sur la planète où il y a l'industrie de l'aéronautique et de l'aérospatiale, les gouvernements soutiennent l'industrie. Ça ne peut pas être autrement, tellement les investissements en capital sont importants et sur une longue durée. Alors, c'est vrai partout. Et le Canada, en plus, a un désavantage, c'est qu'on n'a pas un secteur de la défense sur lequel nous pouvons capitaliser pour transférer de la recherche et développement vers le secteur civil, ce qui est le cas de l'Europe et des États-Unis. Bon, alors il faut bien que le gouvernement fédéral joue un rôle. Il y a différentes façons de le faire. On n'a pas chiffré, mais ils peuvent le faire avec, souvent, la plupart du temps, c'est des prêts remboursables sur royauté, ce qui est la formule qui a été favorisée dans les dernières années. Il y a aussi des formules de recherche et développement, mais il y a aussi la défense nationale avec les retombées qui doivent venir des entreprises qui obtiennent des contrats de défense nationale et qui s'engagent à faire des dépenses au Canada. Voilà trois sources possibles de financement, tout en reconnaissant qu'on est en période de crise et de déficit et de dette, mais le retour sur investissement est beaucoup plus important que ce que le gouvernement met dedans. Je ne sais pas si, John, tu veux ajouter un commentaire du... Oui, merci, M. Charest. Écoutez, nous, ça fait 4 fois qu'on écrit au gouvernement depuis la mi-mars, encore, et on n'a encore reçu aucune accusé-réception, où on demande trois formes d'aide. Une, c'est vraiment de la liquidité, parce que notre industrie est une industrie à haute capitalisation, où on a des frais fixes énormes, et de ceci, on n'a aucun revenu pour couvrir ces frais fixes. Alors ça, c'est un élément clé. L'autre élément clé aussi, peut-être, pour ceux qui opèrent, parce qu'il y en a qui offrent encore des services essentiels, de peut-être avoir un allègement des frais et des taxes qu'on paie au gouvernement et à NAV Canada, et ainsi de suite, atterrissage, pour nous aider à continuer à maintenir ces services-là. Et aussi, peut-être, des prêts ou garanties de prêts, mais pas des prêts comme le programme LIVRE qui peuvent coûter jusqu'à 14 d'intérêt. Là. Ça ne nous aide pas d'endetter l'industrie davantage. Ce qu'on a besoin, c'est vraiment de la liquidité. En sous-question, justement, le gouvernement nous répond à chaque fois qu'on pose cette question-là qu'il y a déjà des formes d'aide pour l'ensemble des industries, c'est-à-dire la subvention salariale. Il y a aussi eu un programme pour les grandes industries comme les vôtres et l'industrie aérienne, en fait, a eu des fonds. Donc, je me demandais, qu'est-ce que vous répondez à ça, au fait que le gouvernement fédéral en a déjà fait pour aider vos industries? Et je me demandais, toutes les industries actuellement demandent de l'aide sectorielle. Pourquoi est-ce que pour vous, ce serait différent? Pourquoi est-ce qu'on ferait exception? Si vous me permettez, M. Charest, oui. Rapidement. Le gouvernement a toujours identifié le secteur de l'aviation comme étant critique et nécessitant de l'aide. Les programmes, ce qu'on voit maintenant, c'est des programmes qui veulent plaire à tout le monde, mais finalement qui plaisent à personne. Malheureusement, il n'y a pas de stratégie nationale qui a été développée, il n'y a pas de plan spécifique qui a été fait pour le secteur aérien et c'est ce qu'on déplore. D'abord, votre question est très intéressante, Mme Lévesque, et plaçons ça dans le contexte. Les programmes que le gouvernement fédéral a livrés à l'heure actuelle sont dans ce qu'on pourrait décrire une première phase de survie de l'industrie. C'est ce que le gouvernement a fait. Bon, alors c'est des programmes qui sont de nature générale, comme le disait John, qui ne sont pas spécifiques et qui viennent en aide. Puis le secteur s'en est prévalu dans la mesure où c'est possible, quoique c'est très mal adapté dans certains cas.
Alors, mais la phase dont on parle, nous, est là où sont rendus les autres pays. Alors, on se sent très à l'aise de vous parler de ça aujourd'hui. Ce n'est pas comme si le Canada était en position de leadership. Au contraire, on se démarque au Canada par le fait qu'on n'a pas livré de programme. Mais partout ailleurs, ils sont passés à la phase 2, qui est la phase où on stimule l'activité économique en ciblant les secteurs clés. Et l'aéronautique, c'est un secteur clé pour le Canada. C'est le manufacturier avancé. C'est le secteur manufacturier probablement aussi important que l'automobile, si pas plus important à certains égards. Et la troisième chose que je relèverais, Mme Lévesque, c'est qu'il n'y a pas de, John et moi on le mentionne, il n'y a pas de programme spécifique, alors que le gouvernement reconnaît qu'il y a des secteurs qui sont plus impactés que d'autres suite à la crise. Et c'est pas tout le monde est égal là, devant la crise. Le secteur des aériens et le secteur de l'aéronautique sont des secteurs dont l'impact est plus profond, plus important que la moyenne des secteurs. Et le gouvernement le reconnaît, ça, et c'est pour ça qu'ailleurs dans le monde, ils ont agi sur ces secteurs-là pour les stimuler, les mettre à contribution pour repartir l'économie. C'est pour cette raison-là que nous, on se démarque et on est devant vous aujourd'hui. Troisième chose que j'ajouterais, c'est ceci. Il n'y a pas d'initiative secteur spécifique pour le secteur. Puis en plus, lorsque le gouvernement a mis sur pied ces groupes de travail, bien, ils n'ont pas invité spécifiquement le secteur de l'aéronautique à y participer. Il n'y a pas de table spécifique à l'aéronautique, ce qui continue dans notre perception à nous une approche qui semble vouloir ignorer les besoins spécifiques du secteur de l'aéronautique et aérien. Voilà. Merci, Mme Lévesque, pour votre question. Nous allons passer à Jean-François Coder de La Presse. Moi, un petit instant, je vais vous permettre de parler. Donc, M. Coder, c'est à vous. Ça va? Bonjour. J'ai deux questions pour M. Charest et pour M. McKenna. M. McKenna, vous avez fait allusion tantôt au fait que vous n'avez pas eu d'accusé de réception à vos demandes encore. Vous avez, bon, vous représentez entre autres Air Canada qui risque de terminer le trimestre quand même avec à peu près 9 milliards d'encaisse. Transat, la position d'encaisse n'est pas urgente. WestJet, on ne sait pas, mais un ex est quand même bien garni. À quoi... Il y a d'autres secteurs où, par exemple, même dans la fabrication, je viendrai peut-être plus tard avec M. Charest, où les entreprises ont vraiment des problèmes de liquidité à court terme. En quoi l'industrie aéronautique, le transport aérien plus précisément, a vraiment besoin d'une aide à long terme? Puis est-ce que ça ne pourrait pas expliquer le fait que on peut devenir qu'il y a une longue liste de dossiers sur les bureaux à Ottawa, puis que le vôtre n'est pas au sommet de la pile pour l'instant? Écoutez, le secteur de l'aviation au Canada est beaucoup plus large que Air Canada et WestJet. Il y a à peu près 600 aéroports au Canada et ces transporteurs-là vont dans peut-être 45. C'est très important que si on veut desservir les régions du Canada, de venir en aide aux petits transporteurs également, aux transporteurs régionaux, qui sont vraiment des lignes de vie essentielles à ces régions-là. Alors, ces gens-là n'ont pas la capacité de liquidité des grandes entreprises que sont Air Canada et WestJet. Ce qu'on demande, c'est vraiment de la liquidité à court terme pour les aider à traverser cette période où il y a d'inactivité. Alors, un plan d'aide à la main-d'œuvre, quand tu ne travailles pas, quand les opérations sont toutes à fin pratique à 10 ça n'aide pas beaucoup, ça. Alors, il n'y a rien qui a été fait pour adresser ces problèmes-là. Comme je dis, l'aviation au Canada, c'est beaucoup plus que 2-3 transporteurs. Il y en a au-delà de 80 transporteurs au Canada. OK. M. Charest, vous avez fait, dans votre cas, les efforts remontent à il y a longtemps. Là, on s'en était même parlé il y a plus d'1 an. J'ai de la misère à croire que vous n'avez pas eu de nouvelles d'Ottawa, donc qui font la sourde oreille totalement. Concrètement, c'est quoi la réponse? Ça ne nous intéresse pas ou il y a quelque chose qui bloque? C'est quoi la réponse que vous avez d'Ottawa? Monsieur Coder, nous avons des liens avec le ministère, entre autres le ministère de l'Industrie. Nous sommes en lien. Il y a des conversations, mais on n'arrive pas à obtenir essentiellement ce que nous recherchons, c'est-à-dire une stratégie spécifique au secteur avec ce qui en découle. C'est ça le problème. Mais oui, on se parle. On se parle, mais honnêtement, c'est très timide. La première réaction du gouvernement fédéral, il y a 1 an, au dépôt du rapport, c'était le 17 juin l'an dernier,
Lors du Bourget, ça a été un programme de 49 millions de dollars qui a été apprécié, mais quand même timide compte tenu des besoins. L'autre aspect, M. Coderre, dont il faut tenir compte, c'est qu'il y a plusieurs entreprises étrangères qui investissent au Canada et qui font affaire partout dans le monde et qui voient très bien le soutien qu'ils obtiennent dans les pays où ils font affaire. Pensons à Mitsubishi, Airbus. Vous savez, ils sont capables, parce qu'ils le vivent à tous les jours, de faire la comparaison entre ce qu'ils vivent en Europe, ailleurs, en Asie, et la façon dont ils sont reçus au Canada. Et là-dessus, ben, on souffre malheureusement de la comparaison. Le Canada souffre beaucoup de cette comparaison-là, parce que le signal envoyé par le gouvernement fédéral, c'est que ce n'est pas un secteur prioritaire. Essentiellement, ça ressemble à ça. Donc, merci, Monsieur Coderre. Nous allons passer à la prochaine question. We'll switch to the next question from Maura Forrest from the National Post. I will give you the right to talk. Give me a second. Thank you. Just to clarify, I'm with Politico now, actually. Oh, sorry. I'm sorry. That's okay. So I wanted to ask, to follow up on the question of Madame Lévesque before, just in English, Mr. McKenna, if you could talk about the 3 different types of assistance that you're looking for. I just want to be sure I understand correctly. Yes, we've asked the government to address 3 elements. One of them is immediate liquidity input, injections of liquidity in our industry, because we need to cover our huge fixed costs, the huge fixed costs that such an industry has, with little or no activity right now to cover these costs. So that's one of them. We've also asked them to give us a break on fees and charges for those operators who are still offering services, particularly in regional transport, and to develop loans or loan guarantees that won't burden the industry further. Okay, thank you. And I guess my follow-up, I'm just not quite clear. You're saying that the existing liquidity programs, they're not specific to your industry, but I'm not quite clear on what the problem is with the existing programs. There's the LEAF for large employers. There's also the BCAP loan and loan guarantee programs through BDC and EDC. What are the problems specifically with those existing programs for either Mr. McKenna or Mr. Charest? Mr. Charest, do you want me to go? Go ahead, John, and I'll follow. All right. Basically, the LEAF has a threshold of $300 million, and that eliminates about 80% of carriers in Canada to start with. Some of these other programs are interesting, but they're very, very expensive and very complicated, and it's discouraging for people to engage in them, and for the benefits they're going to draw from them. In other words, you just as well deal with your bank than deal with the government, because the terms are no better. And Mrs. Forrest, let me start by pointing out that, our first request, and it's been the case for a long time now, when we published a report over a year ago, was to have a sector-specific program for the industry, as is the case in almost every other country with whom we compete without exception. And just to, again, reiterate, this is an industry where government has always played and will always play a role. And in particular, one of the characteristics of the Canadian situation, our industry, is that we don't have the defense spend that exists in the United States and Europe, and the R&D associated with that's then transferred over to the civil side. We don't have that advantage, and yet we're one of the leaders in the world. So for the longest time now, we've been saying to the government of Canada, you need to have a sector-specific approach to send the right signal to the marketplace and pay attention to an industry that's one of the leading manufacturing industries of this country in advanced manufacturing. I mean, this isn't insignificant. I mean, it's 215,000 good paying, future looking jobs that we want to maintain and also grow. Now, the other part of this is that, the programs that John has referred to a moment ago are phase 1 programs of the survival mode of the government of Canada, as is the case in other jurisdictions, that are general and not specific to a certain sectors and not well adapted.
yet other countries, and this includes France, Germany, it includes Europe in general, it includes Asian countries, have moved to the second phase, which is programs to stimulate industry growth, create wealth, and get us out of this hole of debt in which we are now, for good reasons. And Canada is lagging way behind in doing that. And the companies that do business here, they do business in other countries. They're well able to compare of what kind of support governments are offering them in other jurisdictions. And Canada, in this respect, is missing in action. Thank you, Mrs. Forrest, for your question. Mrs. Forrest from Politico, sorry again. So, la prochaine question de Juliane Lapointe de Radio-Canada. Je vais vous donner la parole dans quelques instants. C'est à vous. Madame Lapointe. Alors, Madame Lapointe, si vous n'arrivez pas à poser votre question, vous pourrez nous l'envoyer par la suite. Vous avez le droit que ça fonctionne, là? Ah. Bonjour. Non, ça ne fonctionne pas? Oui, on vous entend. Là, on vous entend. Oh, yes! Super. Bon, une question pour M. Charest. Est-ce que vous ne croyez pas que ça envoie un peu un drôle de message aux Canadiens qui ont été mis à pied, qui sont inquiets de leurs propres finances personnelles, de voir que le secteur aérospatial croit que c'est lui la priorité, qu'on demande à avoir plus de liquidités quand il y a des demandes d'aide un peu partout dans d'autres secteurs? Pourquoi, en fait, vous devriez être la priorité? Bien, ce que vous dites, Mme Lapointe, c'est vrai partout ailleurs dans le monde. C'est vrai en France. C'est vrai en Allemagne, c'est vrai en Europe, c'est vrai en Asie. Et pourtant, dans les pays que je viens de nommer, ils ont fait des programmes qui sont spécifiques et très généreux, très, je dois dire, assez agressifs en termes de soutien pour l'industrie de l'aéronautique. Pourquoi ils le font? Ils le font parce que c'est un secteur qui a vécu plus durement l'impact de la crise que la moyenne des secteurs. Et ça, le gouvernement le reconnaît. Alors, malheureusement, c'est la réalité. Il y a des secteurs, la reprise dans le secteur du transport aérien, bien là, à l'œil nu, c'est évident ce qui se passe et tout ça se répercute de manière assez rapide sur tout le secteur de l'aéronautique en général. Alors, voilà pourquoi aujourd'hui, nous disons au gouvernement du Canada qui, honnêtement, il n'y est pas, est absent, de s'inscrire dans le même mouvement que nos compétiteurs et de soutenir l'industrie, d'envoyer un signal fort que cette industrie-là est importante pour l'avenir du Canada. Maintenant, on est un secteur sur le plan manufacturier. On est aussi, on investit davantage, je pense, que l'automobile en recherche et développement. 1,4 milliard par année, 215 000 emplois. C'est 25 milliards pour l'économie. Et il y a plus d'un an, on dit au gouvernement fédéral, au gouvernement canadien, il faut envoyer un signal au marché que c'est une priorité pour le Canada. Si vous ne le faites pas, on va continuer à prendre le recul qu'on a pris et on recule actuellement. Le Canada, sa position relative sur les marchés internationaux dans le secteur de l'aéronautique est en recul. Alors là, ça devient urgent pour nous d'envoyer un signal. Il y a des choses qu'on peut faire. Au niveau de la défense, les appels d'offres, tout ce qui concerne les marchés publics peuvent être davantage ciblés vers les petites et moyennes entreprises. On peut accélérer les dépenses dans ce secteur-là. Dans la recherche et développement pour les avions décarbonisés, on peut accélérer comme la France le fait actuellement avec ses propres industries. On peut mettre sur pied des fonds spécifiques pour aider les petites et moyennes entreprises à se digitaliser, à se moderniser. Enfin, il y a tout un menu de choses qu'on avait proposées il y a un an sur lesquelles le gouvernement fédéral peut agir et on lui dit, attardez pas trop, là. Et en même temps, je vais ajouter un élément. Vous savez que pour la majorité des entreprises canadiennes, ils sont constamment, mais constamment sollicités pour aller ailleurs. Pas plus tard qu'hier, je parlais avec une entreprise de Montréal qui constamment se fait demander par des États, et un État américain en particulier, de déménager parce qu'ils font affaire aux États-Unis. Et 80% de l'industrie, 80% de la production de l'industrie est exportée. Exportée. Alors, ils font affaire avec le secteur de la défense aux États-Unis ou en Europe ou ailleurs, et constamment, ils se font demander, vous devriez déménager chez nous parce qu'on va vous offrir des soutiens, des aides que le gouvernement fédéral ne semble pas intéressé à vous offrir parce que le message qu'il envoie, c'est un message d'indifférence, honnêtement. Et là-dessus, il faut rapidement changer
d'orientation, à défaut de quoi les pertes vont commencer à s'accumuler. Puis, selon vous, pour quelles raisons le gouvernement fédéral est réticent dans son approche malgré des appels à l'aide répétés? Bon, alors, écoute, on ne pense pas que le gouvernement fédéral est de mauvaise foi, on ne cherche pas. On pense que sur le plan politique, ça n'a peut-être pas assez résonné encore, que peut-être qu'ils n'ont pas suffisamment tenu compte des appels qui sont venus de plusieurs endroits, pas uniquement de nous en passant. Le gouvernement du Québec, je pense à l'équipe de Suzanne Benoît au Québec en particulier, qui ont été très présents sur la scène publique. Il y a une étude qui a été publiée récemment par l'Institut du Québec, c'est Alain Dubuc qui a été l'auteur d'une magnifique, une étude très détaillée sur l'état des lieux dans l'industrie. Honnêtement, là, ce n'est pas parce qu'on n'a pas fait des efforts, hein, de part et d'autre, pas uniquement nous, notre association, mais partout, l'Institut du Québec, le gouvernement du Québec, le gouvernement de l'Ontario ont envoyé des signaux pour des raisons là, qui, malheureusement, on ne comprend pas sur le plan politique. Ils ont tardé à réagir puis à envoyer le bon message et à faire un suivi. Merci, Madame Lapointe, pour votre question. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, donc on va y aller rapidement avec Raymond Filion de TVA. Je vous donne la parole. Monsieur Filion, vous devriez avoir la parole. Son micro semble éteint. Oui. Monsieur Fillon, vous pouvez activer votre micro. Je vous ai donné l'autorisation de l'activer. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, on vous entend. Allez-y. Fonctionne. Oui, bonjour, messieurs. Selon vos conversations, M. Charest, est-ce que le gouvernement Trudeau a à cœur le secteur de l'aérospatial? Quelle est l'impression que vous avez? Dans les contacts que nous avons eus, je pense il y a un an, au moment, M. Filion, où on livre notre rapport, on a rencontré M. Baines, M. Garneau, on a eu des contacts avec le gouvernement. Ils ont réagi de manière positive. Le ministère de l'Industrie que dirige M. Baines, on est en relation avec eux de manière assez constante. Mais honnêtement, le suivi est pas au rendez-vous. Et encore, je reviens à ce que nous demandons. Il faut un secteur, il faut un programme spécifique au secteur. Et je reviens sur le fait que le secteur que nous représentons aujourd'hui, nous, John et moi, John au secteur transport aérien et moi de l'aéronautique et le spatial, sont des secteurs qui subissent plus durement, plus rapidement les effets de la crise que la moyenne des secteurs et pour qui la reprise va être plus lente et qui, à défaut d'avoir un soutien actif et une reconnaissance spécifique du gouvernement fédéral, est à risque. L'avenir du secteur est à risque. Ce n'est pas une exagération. Et je vous réitère que les entreprises qui sont au Québec comme au Canada et ailleurs reçoivent régulièrement des offres pour aller installer leur pénate ailleurs avec un soutien accru. Alors, honnêtement, là, on ne cherche pas à créer une panique, mais on veut être très franc, très ouvert avec vous, et avec le gouvernement, puis avec les Canadiens pour dire, ratons pas, on a créé un patrimoine, honnêtement, dans le secteur de l'aéronautique dont on est très fiers. Ratons pas l'occasion de faire croître cette industrie-là et de la mettre à contribution pour nous sortir de la crise en créant des jobs, en créant de la prospérité. Sur un autre sujet qui vous tient à cœur, M. Charest, le libre-échange, est-ce que M. Trudeau a eu une occasion, ne se rendant pas à Washington hier pour le mini-sommet sur le nouvel accord nord-américain? D'abord, il faut féliciter le gouvernement de Trudeau pour la réussite des négociations. Je pense que le premier objectif dans les négociations, M. Filion, c'était de sécuriser notre accès au marché américain. Hein, surtout qu'on est entré dans la négociation sur la défensive parce que M. Trump c'est lui qui nous a forcés à y entrer et le gouvernement Trudeau a mis à contribution le secteur privé, les provinces, pour arriver à la conclusion d'une entente. Et là-dessus, je pense qu'on est aujourd'hui davantage sécurisé sur notre accès au marché américain que nous l'étions avant la menace de M. Trump. Pour ce qui est du déplacement, bien là, ça devient une question d'opportunité. Il faut dire que hier, le gouvernement du Canada livrait son état
sa déclaration sur l'économie, c'est quand même pas rien pour un gouvernement. Au moment où il fait ça, la présence du premier ministre, à mon avis, est importante. Parfait. Merci, Monsieur Filion, pour votre question. So the next question will be from Molly Thomas from CTV. I'll give you the right to talk. So, Mrs. Thomas, you can open your mic. Mrs. Thomas, are you still with us? On the phone. Yeah. Okay. Okay. Give us a second. We will get to you. I can't. So, Mrs. Thomas, you can just give me your phone number, and I will allow you to talk on on Zoom. You know, while we wait, maybe I could make a comment here to the fact that not only are the companies that Mr. Charest is talking about being attracted by other countries, so are its employees. These are highly paid employees that are very mobile. If you remember, before March, we were in a severe, we had a severe lack of pilots here and maintenance people here in Canada. The shortage was incredible. Of course, that's been resolved in the short term, but as companies return, as countries help their industries and their industries return to operations, we're going to lose some key people who are going to want to work because they're going to work elsewhere if they can't work here. So that's a concern that we all share. I would maybe just chime in there, John. Completely agree with you. And it's really, you know, that is why we're asking for a sector strategy to make sure that on certain areas such as the labor market, we don't waste the opportunity to reskill, keep those good paying jobs here in Canada. It's absolutely critical. Yeah, the average age of the plant worker in the aerospace industry is 54 years old, higher than the average age of the plant worker in Canada. And so one of our recommendations a year ago was to have and that involves the provincial governments, in fairness, by the way. So, Mr. Charest, I have a question by SMS from Mrs. Thomas. So the first question is, you're asking for immediate liquidity. What is the dollar amount the sector needs from the government to make it through this beat? We have not set, we're not set with an amount. Of course, we're all, by the way, for the benefit of Mrs. Thomas and everyone on the line, I mean, we are conscious, of course, of the fact that we have a huge deficit and it's increased our debt. And yes, Canada started in a better position in this crisis than average countries in terms of its public finances. And that does give us some maneuvering room. But also, for your benefit, what we're looking at is investments that are going to pay off in terms of what they will be. And in the aerospace industry, there's different forms. There is what we call ITBs, which is money that companies who have obtained contracts in the defense sector must invest in the country. There's also, loans with royalty programs that have worked very well in the past and in which governments made money. When I was Premier of Quebec, we did loan programs for the sector and we made money. I mean, we made a profit out of this so there are different formats and ways that you can do this that are good for the taxpayer, good for the country, but most of all, in the end of the day, keep something in mind. The investment will pay off much more than whatever we put into it. And we need that kind of support to be able to get through this and put this sector to work to create some wealth and pay back this deficit and debt. Mr. McKenna, do you have anything to add to this answer? Because the question was for the two of us, the two of you, sorry. Can you repeat the question at this point, please? So you're asking for immediate liquidity. What is the dollar amount the sector needs from the government to make it through this beat?
Well, we've never put a price tag or a specific request on that. I can refer you to the Americans who government gave its industry $50 billion. Of course, you know, we'd be happy to get 10% of that, but we'd be happy to get anything because I tell you that since the 90s, the government has been making money from our industry and not investing anything at all in our industry. Just the fees and charges charged our industry exceed $1 billion a year. And these are fees that our competitors internationally don't pay. So we would like to see maybe them come to our help at this point, rather than just continue milking our industry for all the money that they can get out of it. Thank you, Mr. McKenna. And the last question, it's a follow-up question also from Mrs. Thomas. It's for Mr. McKenna. So how long can Canadian airline specific companies survive without government help? Timeline, months, year? Okay, well, you've already seen service cuts, and these service cuts are mostly in regions. These are the less profitable routes, and in the least, sparsely populated regions, that's where the cuts are going to occur first, and the smaller airlines are going to go first because they don't have the liquidity options and the backing of these of the large companies, and so some of them are already going to disappear. I've already heard of some bankruptcies, and so the impact on Canadians is going to be less regional service. And for national transport, international transport, you're going to have a lot less direct routes. These are going to be, and a lot less, more hub traffic. So you're going to have to go to airports rather than go directly from your airport to abroad. So there's going to be a huge impact on everybody. So there's a lot of companies are going to disappear. Most of them are going to just contract. If I can just make a comment just on that. For the aerospace sector specifically, our number one ask is for the government to engage with us on a strategy. And once that happens, everything else falls into place. We see our competitor nations around the world engaging with their industry on strategies, on policy options on how to address this. And that's simply what we're asking here. OK, donc merci à tous. Thank you all. Ce serait la fin de la conférence de presse. Sur l'avis média, vous allez retrouver les coordonnées de ma collègue Marie-Pierre Côté si vous avez des demandes d'entrevue individuelles ou pour des suivis. Donc, n'hésitez pas à la contacter. Sinon, je vous redonne mon numéro cellulaire au cas où, 514-883-2236. Thank you all. On the media advisory, you will find the contact information of my colleague Marie-Pierre Côté if you have any requests for individual interviews. And I will give you my cell phone again, 514-883-2236. Have a good day. Thank you. Merci beaucoup, tout le monde. Au revoir. Merci, everyone. Thank you, Peter. Bye-bye. Bye-bye.